nous prenons le premier sujet inscrit à l'ordre du jour, oui, pour une deuxième semaine consécutive, nous repartons du côté du port autonome de Douala où les indicateurs démontrent que le bras de fer continuerait. Je commence par Robert Wafo. Robert Wafo, vous qui vivez justement à Douala et qui avez certainement l'information de ce côté-là. Port autonome de Douala contre SGS avec Transatlantique DSA à côté. Qu'est-ce qui coince? Mais ce qui coince, c'est qu'il y en a qui veulent, n'est-ce pas, que le Cameroun devienne irréversiblement une république bananière. Je ne peux pas comprendre que tout un Premier ministre, qui est l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République, puisse prendre des directives après avoir, n'est-ce pas, réuni autour de lui les prérequis institutionnels, c'est-à-dire les ministères de tutelle, la tutelle technique, qui est le ministère des Transports, la tutelle financière, le ministre, n'est-ce pas, des Finances, qu'après cette directive, que des gens, que des nébuleuses, c'est-à-dire envoient des gendarmes contrecarrer ces directives. Moi, je dis, c'est terrible. Et vous vous rappelez que sur ce plateau, je vous ai dit une fois qu'on a atteint le stade où, puisque le gouvernement est annoncé dans les prochains jours, c'est vrai que c'est devenu les prochaines semaines, et ce sera certainement les prochains mois, et pourquoi pas les prochaines années, que si rien n'est fait dans l'urgence, et que ce gouvernement tombe, il n'est pas exclu que les déchus refusent de partir. Vous insistez sur cette posture. Oui, je dis il n'est pas exclu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Mais ce serait vraiment une république bananière. Mais bien sûr, mais si on n'y est pas encore, on s'achemine. Pas vraiment. On s'achemine vers la perpétuation. Ce n'est pas de ce que M. Onan Guinée avait appelé le chaos lent. Mais ce chaos lent risque de devenir un chaos très rapide. Je dis, faisons très attention. Parce que ce qui se passe là, le Premier ministre, donc après ce tohu-bohu, le Premier ministre a pris sur lui de revenir les tutelles. Vous savez quand même également que Robert Wafo peut être anti au niveau de l'information, que 2 à 3 jours avant le Premier ministre chef du gouvernement, on avait eu des hautes instructions du président de la République qui disaient autre chose. Enfin, c'est juste pour donner l'information totale. Qui a signé ces hautes instructions? On a transmis ces hautes instructions. Mais il n'y a pas de preuve que cela émane du président. Vous les mettez en On doute. a vu des ministres contester les hautes instructions par le passé. Mais il faut que ce soit clair. Et puis on en arrive là tout simplement parce que M. Biya refuse de convoquer un conseil de ministres. Parce que le conseil des ministres est le haut lieu stratégique d'arbitrage des différents conflits qui peuvent naître entre des ministères. Savez-vous, M. Pafa, ici, le dernier conseil des ministres date de janvier 2019. Ça fait 7 ans. Janvier 2019. Montrez-moi un seul pays au monde qui se dit république, qui met autant de temps pour tenir un conseil des ministres. Parce que la seule chose qu'on observe là maintenant, c'est le conseil de cabinet. Ce n'est pas le conseil de ministres. Or, vous savez très bien que il y a des ministres pour qui le Premier ministre ne sert à rien, n'est que le premier des ministres. Par le passé, on a vu, n'est-ce pas, le Premier ministre annoncer la tenue d'un grand dialogue national dans la perspective de la résolution de la crise anglophone. Le lendemain, un ministre, en l'occurrence le ministre de l'administration territoriale, est monté au créneau dans une chaîne étrangère pour dire que ce grand dialogue qui est annoncé ne portera pas sur le fédéralisme. Pourtant, le Premier ministre avait fait part de ce que on devait discuter de tout, sauf de la sécession. Donc, on peut dire quoi? Moi, je dis... Pour chuter.
D'abord, cette instruction, parce que vous avez parlé des hautes instructions. Qui a répercuté ces hautes instructions? C'est le chef d'état-major particulier du président de la République. Mais écoutez, quand vous prenez la compte, il est qui par rapport au Premier ministre? Je dis bien, laissez-moi finir ma phrase. Qu'il est qui? Par rapport au Premier ministre, je dis bien, je pèse mes mots. Par rapport au Premier ministre, quand vous regardez la Constitution de la République, au niveau de l'exécutif, il n'y a que 2 fonctions qui sont mises en éveil. Président de la République et le Premier ministre dans le cadre du chapitre consacré au gouvernement. Très bien. Le reste là, ce n'est pas consacré par la Constitution. C'est la raison pour laquelle le président de la République peut passer de 61 ministères à 40 ministères, machin et tout. Mais pour abroger, je veux dire, pour mettre de côté le poste de Premier ministre, il doit d'abord réviser la Constitution qui est au-dessus même du président de la République. Donc moi je dis, il faut arrêter ça. Le Premier ministre n'est pas la serpillière de la République sur laquelle n'importe quel responsable peut venir essuyer ses chaussures. Merci. Le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Et moi, je dis, s'il est allé jusqu'à remettre en cause les hautes instructions qui ont été répercutées par le chef d'état-major du président de la République, parce que c'est un homme de tempérance, parce que le Premier ministre est un homme de tempérance, je ne le vois pas en train d'aller frontalement contre une vraie haute instruction. Donc il faut qu'à un moment donné, que ça cesse, qu'on respecte, que tous les membres du gouvernement respectent le Premier ministre qui a pris, n'est-ce pas, une décision régalienne. Merci. Il faut que ce soit clair. Merci Robert Wafo. Et vous avez été suffisamment clair ce matin sur libre expression. Je vais passer la parole à Abel Elimbi-Lobé. Abel Elimbi-Lobé, on a l'impression que le bras de fer a du mal à s'achever du côté du PAD. Nous avons eu une lettre la semaine qui tend à s'achever, une lettre signée du directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngo, qui appelait Madame le directeur général de la société SGS à une rencontre que lui-même il devait présider, je vais paraphraser, dans le but de trouver un terrain d'entente. On a vu la réaction de Madame le directeur général de la SGS qui disait au directeur général Cyrus Ngo qu'il n'était pas question qu'il vienne là-bas pour discuter de quoi que ce soit. Il est simplement question d'appliquer les directives du Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, dans ce genre de climat, c'est la preuve de ce que le bras de fer continue. Je suis en partie d'accord avec l'indignation de Wafo. Il a raison d'être indigné, sauf que comme il aime l'indignation sélective, il ne s'indigne que quand ça peut lui permettre de démontrer que le régime marche mal. Mais quand ses frères de l'Ouest peuvent prendre tous les postes du littoral et prendre l'argent des littoraliens, mettre ça dans leurs poches, là, il ne s'indigne pas. Mais son indignation a de la pertinence. J'ajoute quelque chose là-dedans. Pourquoi j'entends parler du port? J'ai le contrat qui lie la SGS avec le gouvernement. Voici le contrat qui lie la SGS et le gouvernement. Il n'y a pas le port là-dedans. Le port n'apparaît nulle part là-dedans. Il n'y a même pas le mot. Il y a le mot port apparaît là pour dire que la SGS travaillera de ce côté. Dans tout s'occupe du scanning dans tout le territoire national. Voici ça, c'est dit ici. Que la SGS s'occupe du scanning dans tout le territoire national du Cameroun. Et je constate que la SGS n'est pas acribée. C'est transatlantique. Bon. J'espère pouvoir vous trouver ça tout à l'heure. C'est dit ici que la SGS s'occupe du scanning sur tout le territoire national. Bon, vous me croyez? Ok, mais je vais retrouver ça. Le port n'a rien à faire dedans. Le gouvernement, un ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, a choisi son opérateur pour la douane. C'est la douane. On a dit que la douane a besoin de connaître qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs pour facturer. Qu'est-ce que le port fait dans ce conflit? Les gens mettent le port là-dedans, pourquoi?
Maintenant, le port, c'est un territoire. C'est un espace organisé. Et le directeur du port, c'est lui qui gère cet espace. Tous ceux qui entrent dans cet espace pour faire n'importe quoi doivent se soumettre à l'autorité du directeur général du port. D'où vient-il que le ministre des Finances, qui n'est pas le directeur général du port, décide des choses, de l'affectation des espaces qu'il n'a jamais vu. Il n'a pas associé le port au choix de ces espaces. Il ne sait pas où se trouvent ces espaces. Il ne sait même pas s'il y a l'espace. La SGS est habilitée à venir opérer dans l'espace du port. Et elle ne veut pas se soumettre à l'autorité du directeur général du port. Elle veut avoir des espaces pour installer ses scanners. Elle ne veut pas demander ces espaces au directeur général du port. Il lui faut des bureaux dans ce contrat-ci. On dit que quand elle installe ses portiques, elle doit avoir des bureaux dans lesquels les ordinateurs et tout ça sont installés pour gérer. Ces bureaux sont posés sur une surface. C'est la surface du port. Elle ne paye aucune redevance au port. Tous ceux qui opèrent à l'intérieur du port, si vous entrez dans le port, vous posez un vélo, vous devez payer quelque chose au port. La SGS est installée au port. Elle installe des équipements au port et elle ne paye aucune redevance au port. Quels sont ceux qui acceptent ça? Chaque conteneur que le port, que la SGS scanne, il est prévu ici, au dernier annexe, que l'État du Cameroun, pour chaque redevance perçue, une royalty de 10 000 francs sera reversée par SGS au gouvernement. Qu'est-ce qu'on reverse au port? Parce qu'on est sur le territoire du port. Rien. Qui a signé ça? Bon, il faudra raison de s'indigner. Mais j'ajoute, comment on peut signer un contrat entre le gouvernement et un opérateur privé et le Parlement n'a rien à dire dans ce contrat? Personne à l'Assemblée nationale n'a été mis à contribution pour lire et ordonner la ratification ou la signature. Maintenant, je vois que le contrat dit que, moi je ne savais pas, c'est vous qui êtes les juristes. L'article 3 de ce contrat dit que d'entrée, parle de l'entrée en vigueur du contrat. On dit dedans, ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Le contrat a été signé en 2015. En 2015. Ça veut donc dire qu'il est entré en vigueur. Puis dans le contrat, on dit que la durée du contrat, ce contrat restera en vigueur pour une durée de 10 ans, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Ça veut donc dire que le contrat est entré en vigueur. Le scanner est entré en vigueur en 2022. Voilà, donc ça veut d'abord dire que le contrat est entré en vigueur, mais il n'entre pas en vigueur. Il attend le dernier scanner pour entrer en vigueur. Et dans le même document, l'annexe 3, la lettre, pas l'annexe, la lettre que le nouveau ministre, parce que tout ça est signé par Alamine Ousmane, mais puis voilà, et puis un autre ministre arrive, Montazé, qui signe une instruction 00176-77 le 19 novembre 2025. Et là, lui, il dit que le 6, contrat d'investigation par scanner, signé le 2 mars 2015 pour une période de 10 ans, entré effectivement en vigueur le 11 avril 2022. C'est lui qui dit que c'est entré en vigueur. Quelque chose qu'il a trouvé. Il continue, correspondant au jour du lancement de l'exploitation du 4e scanner. Arrive à échéance le 11 avril 2032. Puis, je commence à voir
fur et à mesure qu'il parle, une nouvelle société apparaît. Il dit que le contrat c'est entre le gouvernement du Cameroun et la Société Générale de Surveillance SA. Puis il dit ici maintenant que c'est Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc Moutazé a introduit une autre société à lui. Scanning, SGS Scanning Cameroun SA est responsable de la maintenance, du transport, de l'assurance, des charges d'exploitation des scanners mobiles et fixes. Donc, Moutazé a amené une nouvelle société. Parce que à la mine fait un contrat avec Société Générale de Surveillance, SA. Mais celui-ci, lui, il introduit Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. C'est trop compliqué. Ça regarde le gouvernement et ses membres. Qu'est-ce que le port fait ici dedans? Le port dit simplement que vous venez opérer dans mon territoire, voici ce que vous devez me faire. En vertu de quoi les contrats qu'on signe avec la SGS au profit de la douane empêcherait le directeur général du port de scanner pour son propre compte les conteneurs et toutes les autres marchandises qui transitent par un espace dont il a la direction. Vous allez chuter Limbelo. Pourquoi ça gêne les gens que le port sache quel est le conteneur qui entre dans un bateau, que lui il manutentionne pour faire entrer dans le bateau? Quel est le conteneur qui sort d'un bateau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour que lui, le directeur général du port, fasse payer à l'importateur ou à l'exportateur les droits qui reviennent au port, pas à la douane. La douane peut faire ces choses, allez signer vos choses avec qui vous voulez, comme vous voulez, laissez le port décider s'il veut aussi mettre son scanner. C'est compris. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi deux opérateurs qui n'ont rien, ils ne veulent pas travailler ensemble. La douane ne veut pas travailler avec le port. Mais que la douane installe ces choses même en dehors du port. Installez vos scanners là à la sortie du port. Là, on sort du port, on entre à la douane. Mais si vous êtes à l'intérieur de la douane, du port, vous êtes Camerounais, vous êtes la douane camerounaise, vous avez votre espace à l'intérieur du port. C'est normal. Mais l'opérateur que vous avez choisi, qui s'appelle SGS, lui, il est un Suisse. S'il installe ses équipements au port, il doit payer des redevances au port. C'est tout ce qui dérange les gens actuellement. C'est compris, Elimbi Lobé. On passe la parole à Chantal Roger Tulé. Chantal, il y a un autre débat qui est né sur cette affaire de gestion du scanning du côté du port autonome de Douala. Beaucoup pensent qu'il est temps de nationaliser entièrement ce port. Et Elimbi Lobé vient de le rappeler, la SGS est une société de droit suisse, apparemment transatlantique est une société de droit camerounais. Alors, vu sous cet angle-là, est-ce qu'il n'y a pas également matière à réflexion? Transatlantique est sans doute une société de droit camerounais. Je voulais féliciter M. Idriss Beye, qui en est le directeur général adjoint, qui est le petit frère du directeur général du port autonome de Douala. Ça fait partie du débat? Je dis, je voulais féliciter. C'est Transatlantique a bien un directeur général adjoint qui est M. Idriss Beye, qui est le neveu, il me semble, mais de vous monsieur... ne félicitez pas le directeur général de Transatlantique. Transatlantique. Non. Ma question, votre question, moi j'en viens et je commence à féliciter des Camerounais. C'est quand même curieux de commencer à féliciter le DGA sans féliciter d'abord le DG. De même que je peux féliciter le représentant départemental du football, de la FECA Foot de l'Est, qui se trouve être M. Njampir, qui est le petit frère du DG de la port autonome de Douala. Voilà. Donc je félicite qui je veux, c'est le DG du port autonome de Douala. Son petit frère, c'est le représentant de la FECA Foot pour l'Est. Vous voyez, on peut féliciter des gens. Votre émission, tiens, c'est libre expression et libre félicitation. Alors, non pour le port, il faut recentrer les choses, Au-delà de l'amalgame, des passions et tout, il faut recentrer les choses. J'ai à côté de moi un professeur d'université qui s'occupe de cela, entre autres. Monsieur le professeur,
était à l'université enseignant, puis par son bagou, puis par ses connaissances, son savoir, a été proposé vice-recteur. Je lui souhaite de devenir recteur. Mais ceci est proposé, est proposé par le premier, d'abord les services de son ministère, ensuite par le Premier ministre, et cela va au palais de l'unité pour l'essentiel, qui ratifie. C'est donc la position du gouvernement. Monsieur Onangine est donc le représentant du gouvernement à l'université de Yaoundé. Quand il pose des actes au sein de l'université, c'est le représentant du gouvernement, détenteur de la signature et de son ministre, et du Premier ministre, et du chef de l'État. Monsieur Cyrus Ngor est donc un directeur parmi les autres, nommé, proposé. C'est un produit de l'ENAM, né à Garoua, originaire de Messamena. Aujourd'hui, ça fait 9 ans, 5 mois et 16 jours qu'il est DG au port autonome de Douala. Vous allez voir pourquoi je veux demander, pourquoi c'est seulement maintenant cette affaire de Atlantique et SGS qui est là depuis 2015. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce débat? J'étais en train de préciser qu'il n'est qu'un directeur parmi les autres. Des finances, du premier ministère, qu'importe, mais directeur. Avec la signature du Premier ministre, l'accord du Premier ministre qui a présenté le dossier, qu'il a proposé au chef de l'État. Monsieur Parfait Haïssi est journaliste à Info TV, mais est nommé directeur des rédactions, directeur des livres, par Monsieur Mvang, qui en est le directeur. Monsieur Parfait Haïssi ne peut donc pas faire ce qu'il veut dans son plateau sous prétexte qu'il en est le patron. Nous parlons là d'une question de hiérarchie et des normes. C'est qui Monsieur Cyrus Ngor, sinon le directeur du port nommé par le chef de l'État, le Premier ministre et son ministère qui a préparé le dossier. Alors, qu'est-ce que vous voulez démontrer de manière un peu plus claire? Que tout simplement, c'est le président de la République, à travers le Premier ministre, à travers le ministre des Finances, qui a signé avec SGS. Monsieur Cyrus Ngor n'a aucun pouvoir, aucun droit, aucun devoir, si on parle de devoir, d'essayer même de remettre seulement en question la signature du gouvernement. C'est ce qu'il vous dit, le Premier ministre, chef du gouvernement. Et si M. Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala, vous présente également une autre documentation où il a d'ailleurs été dans ces réunions au palais, c'est-à-dire à la présidence de la République, au sortir de cette réunion à la présidence de la République, où il a reçu les hautes instructions, lettres en main, disant que le président de la République a demandé que SGS se mette de côté au profit de Transatlantique. Est-ce que M. Ngor peut aussi présenter ce genre d'argument? Que je vous réponde froidement. Oui. C'est un faux document s'il existe. Ah bon? C'est une fausse argumentation si elle existe. Le général... Parce que le président Biya... Je veux parler? Le général s'est trompé. Je peux parler. Allez-y. Le président Biya, dont je ne suis pas un fervent supporter, est un monsieur qui connaît les textes. Vous allez contre Biya sur tout ce que vous voulez, mais monsieur Biya connaît les textes, a toujours agi par les textes. Vous parlez du général. Le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Particulier. Est-ce que vous avez lu le texte comme moi, qui était dans les réseaux sociaux, immédiatement après signature, qui s'adressait au ministre de la Défense, en quels termes? Nous vous transmettons, juste pour lecture, sans demander votre avis. C'est écrit comme cela. Le président Biya, je vais vous montrer. Oui, je ne veux pas passer du temps aux gens. Et du coup, ici, d'ailleurs, il y a un seul présentateur, M. Elimbi. J'ai beaucoup d'amitié. Je ne vous autorise pas à parler quand j'ai mon propos. Je ne vais pas intervenir dans votre propos. Vous n'avez pas vous l'émission. Moi, je veux l'être de votre allégation. Elimbi Lobé, vous allez permettre que Chantal Roger puisse chuter. Allez-y, Chantal Roger. Alors, le chef d'état-major, comme je parlais tout à l'heure de la hiérarchie des normes, fut-il du BIR, dépend du ministre de la Défense. S'il y a un texte du chef de l'État, M. Biya, qui connaît les normes, qui connaît les textes, s'adresse au ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Défense qui transmet. De même, celui qui commande les douaniers, c'est M. Motazé, qui est ministre des Finances et qui est membre du gouvernement.
Quand on a établi et rétabli tout ceci, le reste n'est que magouille, transpiration, tentative de filouterie et bagarre pour la succession de M. Biya. Le port autonome de Douala, vous allez voir, il me semble que je suis plutôt intelligent, c'est pour ça que vous m'avez invité. Il me semble que je suis président national d'un parti politique légalisé en 2015. Je parle donc au nom de mes militants et j'avais précisé que M. Biya, dont je ne suis pas un fervent supporter, est un monsieur qui connaît les textes. Il est de lui, comme de un de vos amis, que vous avez reçu ici en Grand Pont, M. Etofis, qui n'est que président d'une fédération d'un pays qui en compte une centaine. M. Ngor est directeur d'un pays qui en compte des centaines. Et M. Biya, à travers son ministre, M. Alamine ou M. Moutazé, a signé que l'homme qui s'occupe du port, c'est bien SGS. Et ceci depuis 2015 jusqu'en 2032. Ce n'est pas à un directeur général de remettre tout ceci en question. Sauf si ce directeur général est un analphabète, je veux supposer qu'il n'en est pas. Voyez, vous m'avez demandé de chuter avant que je suppose que ce soit mon dernier temps de parole pour cette affaire malheureuse. Quand vous rentrez dans un pays qui veut se développer, comme le Cameroun, vous passez des accords. Le Cameroun en a passé un avec une foultitude d'étrangers. Il y a quelqu'un qui gère déjà, quelqu'un a parlé de Kribi ici, le port de Kribi. Il me semble que c'est Atlantique. Et je félicitais le directeur général adjoint pour sa brillante nomination, M. Idriss Beye, qui par ailleurs est un proche parent de M. Vous l'avez suffisamment dit. Hein? C'est mon temps de parole, je peux le dire. Et il me semble que M. Cyrus Ngor, produit de l'ENAM, membre du ministère des Finances, fonctionnaire, quand il s'oppose à ce que M. Moutazé a dit, c'est de l'insubordination, ni plus ni moins. Très bien. Fadima, qui est très brillante, m'expliquera si à 60 ans, on n'est pas encore en retraite au Cameroun. Chanteur Roger Tchule, vous avez d'autres débats. Hein?